C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle conférence Louis Jantet, organisée en collaboration avec la faculté de médecine. Donc j'ai vraiment le plaisir de présenter Colomban de Vargas, mais je crois que c'est plus moi qui ai besoin d'une introduction que toi, parce que je crois que presque tout le monde dans cette salle te connaît, mais je vais quand même le faire. Donc quand j'ai demandé à Colomban de m'envoyer quelques éléments de son CV, il m'a envoyé une très jolie photo, et puis il a commencé avec des mots que je ne comprends pas. Donc il m'a dit « Je suis le papa de 3 étranges et merveilleux épistocontes ». Bon, très bien, je vais sur Wikipédia. Nous sommes des épistocontes, et nous sommes assez variés, donc des organismes qui ont des apparences très diverses. Et ce que nous avons en commun, c'est qu'on a tous un ancêtre unicellulaire avec un flagelle postérieur. C'est juste ? C'est ce qu'il dit sur Wikipédia. Donc, en fait, Colomban est un alumni de l'Uni de Genève. Il a eu sa thèse à l'Université de Genève, et je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous le connaissent depuis cette époque. Il est parti ensuite à Harvard pour un postdoc. Ensuite, il est devenu prof associé à Rutgers University aux États-Unis pour revenir en Europe en 2006, recruté par le CNRS. Et son laboratoire est à Roscoff, et dans une prochaine diapositive, je vous montrerai que he must have done something right, parce que vu la vue de son bureau, ça... Donc Colomban va vous en dire beaucoup plus, mais il a toujours été passionné entre l'interaction des sciences de la Terre et les sciences du vivant, et a contribué à faire émerger une nouvelle discipline qui est la biologie planétaire, qui attire heureusement l'attention de toute une série d'instituts, en particulier l'EMBL Heidelberg, avec qui il travaille énormément. Il a fait plus d'une trentaine d'expéditions avec des noms qui font plus rêver les uns que les autres, et il en parlera, je pense, dans sa présentation. Et donc, je vais lui passer la parole. Voici la vue de son bureau. Et j'ai bien aimé la phrase. Il se pose toujours autant de questions sur le pourquoi et le comment de cette planète aigre-douce. Merci beaucoup d'être là, et on se réjouit d'entendre ta présentation. Merci beaucoup. Merci Guizou pour cette jolie introduction. Et bah, je suis ravi d'être là. C'est un peu bizarre en fait, parce que oui, donc j'ai passé ma thèse ici en l'an 2000. Je suis un thésard de l'an 2000. Et donc ça me fait un peu drôle quand même de revenir ici avec tous ces visages connus, et pour pas mal que j'ai pas revu depuis quand même pas mal de temps. Donc c'est un peu émouvant quand même, cette histoire. J'ai l'impression de repasser ma thèse. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu depuis justement cette thèse dans ma vie et dans ce que j'ai fait. Et je commence par cette image, je ne sais pas comment on passe. Ah voilà. Oui, cette image qui est... c'est la mission Apollo en 1969. Donc la vision de la Terre depuis la Lune, qui était vraiment un des plus grands chocs civilisationnels, hein, quand on a vu que cette petite Terre de l'espace, en fait, quelque part, c'était la Terre qui se voyait à travers nos yeux, ce qui est assez extraordinaire. Et puis on a vu que c'était une planète qui aurait dû s'appeler mer, peut-être, hein, parce qu'elle est vraiment pleine d'eau. On a compris, je crois, qu'on était confinés, qu'on vivait dans cette petite chose, et puis on a vu aussi à quel point c'était horrible, je pense, de vivre sur une autre planète, parce que la Lune, il n'y a rien de pire que de vivre sur une autre planète que la Terre, en fait. Donc je pense que là, on nous a tous quand même recentrés sur cette planète Terre. Et j'aimerais juste faire un petit mot à mon papa c'est une photo de lui, une très jolie photo, en 1969, la même année. Il allait juste se marier. Et mon père, qui était prof au collège à Genève, en fait, est très malade aujourd'hui. Et donc j'aimerais un peu lui dédier cette conférence. Il voulait venir, mais il n'a pas pu, il est à l'hôpital. Et donc en fait, oui, je crois que ce qui est extraordinaire sur cette planète, c'est qu'en fait, on a une très très fine couche d'eau, hein. L'océan est une couche extrêmement fine par rapport aux dimensions planétaires. Et puis on a aussi une très fine couche d'atmosphère, hein. Si vous montez juste 40-50 km, ce qui est rien en distance horizontale, au-dessus de vous, ben vous êtes dans le noir, il n'y a plus d'oxygène, vous êtes dans la nuit. Et donc en fait, il y a cette espèce d'équilibre extraordinaire qui s'est créé avec
avec de l'eau, de l'oxygène, de la vie, enfin de l'oxygène qui est apparu plus tardivement, comme on va le voir. Mais donc il y a vraiment un système qui s'est mis en route et qui a évolué, qui s'est complexifié, comme quelque chose de vivant, comme un objet vivant, et qu'on appelle la zone critique, et qu'il va falloir en fait, qui est une question fondamentale aujourd'hui en science, c'est peut-être le Graal en fait de la science, c'est de comprendre le fonctionnement de ce système complexe qui contient donc qui joue entre l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la lithosphère avec des énergies internes et solaires. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a dû, en fait, c'est en prenant aussi la distance du système Terre, avec les satellites, et ça c'est un satellite, en fait, j'ai eu cette image d'un collègue qui va être responsable de ce satellite, il n'a pas encore été lancé. C'est un satellite qui prend la couleur de l'océan, mais le premier satellite, un des premiers satellites qui prenait la couleur de l'océan partout, il s'appelait SeaWiFS, et c'était aussi en 1997, plus ou moins. Et donc ces satellites, en fait, mesurent le spectre de lumière qui revient vers l'espace, et les satellites à orbite polaire, et ils tournent comme ça autour de la Terre, ils font un tour par jour, et chaque jour, en fait, vous avez voilà, et c'est comme ça, en fait, qu'on a. Ce qui est fou, c'est que c'est avec ça qu'on a réalisé, en fait, il fallait prendre cette distance du système Terre pour commencer à avoir un pattern un peu général, et puis à comprendre aussi qu'il y avait tout un microbiome, enfin plein d'organismes qui vivaient. Et vous allez voir la couleur de cet océan extraordinaire. Un peu plus, j'avance un peu. Voilà. Et donc on mesure en fait ici toute cette chlorophylle, mais on peut mesurer différents pigments. Et c'est grâce à ces mesures en fait qu'on a compris que toute cette masse verte ici que vous voyez, et qui est que en surface ici, qui sont des microalgues en fait, et on va en parler un petit peu, sont aussi importants pour la fixation du carbone que tous les écosystèmes terrestres. Et donc ça c'était aussi une énorme découverte, hein, c'était dans les années, ça fait qu'il y a 25 ans en fait, qu'on a compris en fait que l'océan fixait autant de carbone que tout le système terrestre. Mais surtout dans un monde invisible, parce que dans l'eau, il n'y a pas grand-chose à voir, n'est-ce pas ? Et donc moi, ma découverte du microbiome océanique, elle n'a pas été faite par les satellites ou par ça. Elle a été réalisée grâce à deux personnes, à Jan Pawlowski et à Luisa Zaninetti, qui sont ici présents ce soir, et j'en suis ému et ravi. Et donc j'ai commencé ma thèse, en fait, à cette époque-là, c'était dans les années, enfin c'était en 95, je faisais un master à Tahiti, en fait, 95. Et donc j'ai rencontré Yann, en fait, Louisette et Yann, en fait, étaient venus échantillonner des foraminifères, je ne sais absolument pas ce que c'était, sur un atoll où je travaillais à Takapoto. Et donc j'ai rencontré Jan Pawlowski qui farfouillait dans les récifs et qui ramassait des petites choses. Moi j'étais assez paumé à l'époque, quand je suis revenu à Genève, je ne savais pas trop quoi faire. Et Yann m'a proposé de faire une thèse sur les foraminifères planctoniques. Et j'ai dit oui un peu par dépit, quoi, enfin, en sachant pas dans quel bateau je m'embarquais. Et puis assez vite, en fait, j'ai compris que ce sujet était extraordinaire, parce que donc voilà, ça c'est des cellules que j'ai photographiées à l'époque, qui sont des foraminifères, qui font des petites coques de calcaire comme ça. Et puis ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait j'avais été aussi envoyé au tout début de ma thèse sur cette mission Atlantic Meridional Transect, qui a toujours lieu en fait, c'est les Anglais qui organisent ça entre l'Angleterre et les îles Falkland, et qui font donc des transects, peut-être pas toutes les années, peut-être tous les 2 ans, je ne sais pas. Mais bref, c'est un voyage récurrent en fait pour aller alimenter les Falklands. Et donc j'ai été porté sur ce bateau en fait, il y avait une place qui s'était libérée de quelqu'un de l'EPFZ, je crois. Et puis donc je suis parti du jour au lendemain avec mon petit microscope, mon filet. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'était le lancement de ce satellite que je vous ai montré, le SeaWiFS. Donc il y avait la NASA qui arrivait avec des énormes containers, ils étaient en train de calibrer le satellite, il y avait plein d'équipements, et moi je débarquais quoi, avec un petit filet à plancton. Et donc j'ai eu la chance pendant 6 semaines de voyager de l'Angleterre jusqu'aux îles Falkland en regardant le plancton. Et ça, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que j'étais dans ma petite salle avec mon microscope et j'ai regardé tous les jours le plancton. Au début, je ne savais même pas ce que je cherchais. Je triais des œufs de poisson, jusqu'à ce que je vois ce qu'est un foraminifère. Et là, après, j'en commençais à en voir partout. Et j'ai pris conscience, en fait, dans ce voyage, vraiment, de l'extraordinaire variabilité des paysages microbiens du plancton, en fait. Parce que ça change énormément. Vous passez de zones tempérées à des gyroligotrophes, là, c'est de la chlorophylle.
des upwellings. Et en fait, vous avancez, vous voyez aussi ce qui se passe dans l'air, et puis vous lisez en fait ce qu'il y a dans la mer, et puis c'est vraiment merveilleux. Je pense qu'on ressort complètement... donc, en fait, c'était vraiment un espèce de voyage initiatique planétaire, avec aussi quelques beaux articles qui en étaient sortis. Et donc, en fait, ces organismes, ces microbes du plancton, alors les foraminifères, c'est vraiment des microbes géants, sont extraordinaires parce qu'ils nous permettent aussi de retourner dans le temps. Et donc, que ce soit les diatomées, les coccolithophores, les foraminifères ou ici les dinoflagellés, vous avez ici des bilans fossiles, donc des nombres d'espèces au cours du temps, à partir du Trias ici. Et en fait, donc ce sont les archives fossiles les plus complètes de la planète. C'est l'archive du vivant. Ce sont les seules archives un peu continues du vivant. On a au fond de la mer en fait des centaines de mètres de ces cellules fossilisées qui nous apprennent énormément sur l'histoire de la planète. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Alors, c'est pas beaucoup de groupes, mais c'est très, très complet. On peut descendre encore plus loin dans l'histoire de la planète. Alors, en fait, on a des bons enregistrements fossiles jusqu'à la fin du Paléozoïque. Jusqu'au début du Paléozoïque. Après, dès qu'on descend en fait dans le Protérozoïque ou plus loin, dans le système Terre, là, on n'a plus tellement de fossiles. Et ce qui nous sert de marqueur, enfin, il y a à peu près une centaine de sites fossilifères, mais il y a vraiment très peu de traces. Et ce qui nous sert de marqueur après, c'est plutôt ici des fossiles moléculaires, donc des lipides membranaires. Donc il y a toute une science en fait qui a aussi bénéficié en fait de la recherche de pétrole, parce qu'on trouve ça dans les hydrocarbures, qui nous a permis vraiment de comprendre en fait l'évolution du système Terre depuis des temps très très reculés, Et ça, c'est un papier extraordinaire en fait qui montre que c'est à une époque où la Terre était complètement couverte de glace et entre deux, on appelle ça une snowball, enfin une boule de glace, qu'on a complètement changé le système du plancton. Avant, on était sur des lipides qui étaient des cyanobactéries. Et on est passé dans un système qui marche à base des eucaryotes, avec des cellules, des algues vertes. Et puis après, il a fallu attendre encore 500 millions d'années pour passer dans un système qui est basé sur des algues rouges, en fait, enfin des endosymbioses secondaires. Et donc, en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on a suffisamment de traces fossiles, à la fois des fossiles ou des marqueurs, des fossiles moléculaires, en fait, pour maintenant avoir une bonne compréhension des grandes stases du système Terre. Et ce qui est absolument remarquable en fait dans cette histoire, c'est que la plupart du temps de l'histoire de la Terre, il y avait exclusivement des microbes. Les animaux sont arrivés vraiment largement après, et les plantes encore plus tard. Les plantes, c'est que 400 millions d'années. Donc les animaux sont arrivés après ce changement que je vous ai juste montré, qui a été en fait l'explosion vraiment des protistes qui ont commencé à oxygéner l'atmosphère. Et pendant donc plus de 80% de l'histoire de notre Terre, c'était que des microbes, il n'y avait rien à voir sur Terre. Et il y a eu une énorme partie de cette histoire qui s'est faite dans un monde complètement anoxique. Les cyanobactéries, la moitié à peu près de l'histoire de la Terre. Après, toutes les réactions qui ont été créées dans ce monde, en fait, ont été réadaptées à un monde qui commençait à être oxygéné. Et puis après, il a fallu cet événement extraordinaire et l'avènement de ces cellules complexes, les protistes, pour oxygéner la planète à peu près à 10% d'oxygène. Et on est dans un... Donc ce qui est assez fou, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent ça, en fait, c'est que le monde, en fait, avant les plantes et les animaux, il tournait, il y avait une atmosphère oxygénée, il y avait tous les grands cycles du phosphore, de l'azote, du soufre. Il y avait une planète qui commençait à respirer, bien, bon, parce qu'il faut de l'oxygène pour avoir une bonne odeur, un air frais, mais qui était complètement microbien. Donc il y a tout ce monde qui a mis en place en fait toute la connectique des réactions d'oxydoréduction, des changements de la matière, bien avant l'arrivée des plantes et des animaux. On est vraiment des visiteurs de cette planète microbienne. Et donc, j'ai eu la chance en 2008 en fait de rencontrer ce monsieur-là, Eric Karsenty, qui a une tête qui a l'air beaucoup plus sympathique que Darwin, je trouve. et Eric, en fait, donc c'est quelqu'un d'assez exceptionnel parce que c'est un très bon marin. Il a même hésité à être un marin professionnel.
Et là, il arrivait en bout de carrière à l'EMBL, qui est le European Molecular Biology Laboratory, c'est le gros centre de biologie moléculaire à Heidelberg. Heidelberg est sur 6 sites. Et Eric, il avait envie, au début, il voulait juste partir pour raconter ce qu'il avait compris du vivant. C'est un maître de l'auto-organisation, comme je vais vous le montrer. Et puis après, il s'est trouvé qu'on a rencontré aussi la famille d'Agnès B, qui est une styliste, et là vous avez Étienne, c'est son fils. Ils nous ont prêté ce bateau, et ils nous le prêtent depuis ce jour-là, en fait, hein, on travaille avec eux depuis ce jour-là. Mais par contre, Étienne nous avait dit, écoutez, non, il faut faire de la science, quoi, sur ce bateau. Vous mettez quand même en route un programme scientifique. Et donc Eric, assez vite, on s'est trouvé quelques personnes un petit peu autour de lui, et puis on a commencé à délirer un petit peu sur le fait. Donc Eric avait passé 30 ans de sa vie à comprendre en fait comment les cellules se divisaient. Il a organisé les premiers meetings avec les jeunes gens dont il y a eu 3 prix Nobel issus de ce petit groupe. Et puis, Eric est en fait, il travaille beaucoup avec des mathématiciens pour essayer de comprendre comment le vivant prend forme. Donc il ne fait pas de la génétique, mais il travaille sur comment les molécules en fait prennent forme et sur des systèmes en fait mathématiques de diffusion-réaction. Et c'est beaucoup des équations qui ont été pensées au début par Turing. Et bien en fait, on arrive à mathématiser en fait la prise de forme des molécules du vivant. Et donc en fait, Eric à l'époque, quand il nous a tous attrapés dans son filet, il nous montrait ce film extraordinaire. Ici, vous avez toutes les petites cellules d'un poisson zèbre qui sont en train de se diviser. Il commençait en fait la microscopie en feuilles de lumière. Donc moi, quand Eric m'a montré ça, et puis qu'il m'a dit on part faire le tour du monde, c'est bon, j'achetais le truc, et donc je me suis mis à ses ordres. Et puis on commençait en fait à délirer du fait que on peut comprendre peut-être les systèmes en biologie qui ont une membrane, en fait, il y a des niveaux d'organisation, je pense qu'on peut commencer à mathématiser, à modéliser. La cellule, très certainement, là il y a eu un travail remarquable, essentiellement beaucoup par Eric. L'organisme, et pourquoi pas justement le système Terre aussi, qui est un objet avec des limites en fait, et quelque chose d'assez assez cohérent, quoi. Après, je pense qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus chaotiques dans l'information à partir du chaos. Donc on se disait, voilà, la Terre comme une planète, la Terre comme une cellule, on y va. Et ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a équipé le bateau pour partir faire 2 tours du monde. Et l'idée, c'était d'avoir une approche très holistique à travers les échelles. À travers l'échelle taxonomique, on échantillonnait des virus jusqu'aux animaux. Et les animaux planctoniques peuvent être assez gros. À travers l'organisation du vivant, on a regardé l'ADN, les gènes exprimés et aussi les morphologies. Et puis après, donc voilà, on avait l'échelle planétaire. L'échelle planétaire, donc on n'a pas fait énormément de stations, hein, c'est 210 stations. À chacune de ces stations, il y avait 3 profondeurs, donc c'est quand même 600 états de ce système de l'océan. Et puis bien sûr, on mesurait aussi sur le bateau pas mal de paramètres contextuels, à peu près 25 paramètres assez classiques en océanographie. La température, la salinité, les nutriments, etc. à chaque endroit. C'est compliqué de mesurer un écosystème, parce que dans un écosystème, en fait, ça c'est une espèce de résumé, dessin animé du plancton. Vous avez, bien sûr, de l'énergie qui arrive ici sur des tout petits organismes. C'est ça qui est intéressant dans le plancton, c'est que les plantes, en fait, sont plus petites que les animaux. C'est inversé par rapport au monde terrestre. Ces organismes, après, sont digérés par toute une boucle microbienne, des bactéries, des flagellés, des ciliés, qui recyclent immédiatement cette matière. Et puis, après, ça, c'est des modèles, en fait, qui sont, à mon avis, qui peuvent être largement flots, parce que, justement, on découvre de plus en plus de composants. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de virus et des vésicules aussi. On voyait des petits morceaux d'ADN dans le plancton, et maintenant, on sait que c'est des vésicules qui transportent de l'information. Et puis, il y a un nombre incalculable de molécules. Donc c'est incroyable par rapport aux écosystèmes terrestres, il y a beaucoup plus de molécules dans l'eau. Donc il y a des molécules, des virus et toutes sortes d'organismes qui forment un espèce de tout. Et vraiment la question qu'on se pose, je pense, sur les écosystèmes, est-ce que ces tout sont des choses intégrées? Est-ce que chacun mène sa vie? Enfin, les extrêmes, est-ce que chaque organisme en fait vit un petit peu sa vie comme il veut? Ou est-ce que c'est très intégré comme dans un corps vivant? Et donc, juste pour vous expliquer rapidement ce qu'on a utilisé comme outil, donc l'ADN, l'ARN et les protéines, ça c'est le dogme de la génétique de base. On a séquencé, on a fait en fait
du séquençage. Alors on a eu beaucoup de chance parce que c'était le début 2008, c'était le début du séquençage massif par des méthodes Illumina. Ça commençait juste, et donc quand on est parti, en fait, on a tout de suite pu séquencer quand même massivement ces écosystèmes. Et donc on a fait du métabarcoding, c'est-à-dire qu'on séquence des petits morceaux de gènes qui permettent de dire qui est là. On a fait du métagénomique, on séquence tout l'ADN qu'il y a dans l'eau, on extrait l'ADN, on séquence tout. Et là on peut voir soit, on essaie de reconstruire les fragments, et on peut aussi voir soit des gènes qui sont là, ou alors carrément des génomes pour les plus petites fractions de taille. Donc on peut répondre un peu à la question que fait la communauté. Et puis après on a fait des métatranscriptomes, c'est-à-dire qu'on isole les ARN et on séquence en masse tous les ARN. Donc en gros on peut répondre à ces questions-là. Et ce qu'on a fait aussi, et je vais vous en parler rapidement, c'est qu'on a commencé à faire de l'imagerie quantitative sur tout le spectre du microbiome, des plus petits au plus gros. Et ça c'était vraiment très très nouveau. Donc on a équipé Tara avec un laboratoire. C'était assez amusant parce qu'en fait, on est parti sans argent, on n'avait vraiment rien. Eric, à l'EMBL, était pris pour un cinglé, clairement, enfant, lui. Je ne sais pas si j'aurais dû dire ça, face caméra. Mais... Non, mais je pense que Eric, vraiment, les gens pensaient qu'il avait perdu la tête un petit peu. Et puis, nous, au CNRS, on était accusés d'aller faire une émission de télévision, parce qu'on était très médiatisés. On passait tous les vendredis à Thalassa, alors qu'on n'avait strictement rien à montrer. C'était assez amusant. Et puis Eric, qui est un biologiste super, il disait « Ah, c'est génial, ça vit, ça bouge ». Enfin, il était d'une naïveté extraordinaire quand il parlait devant les télévisions, qui nous mettait très mal à l'aise par rapport aux collègues qui travaillent depuis 30 ans sur le sujet. Donc au début, c'était vraiment quand même compliqué. Et on est parti, en fait, ça c'était vraiment l'aventure, parce que on avait juste eu un peu d'argent de la région Bretagne, et puis Agnès B qui nous passait un peu d'argent, et puis on est parti, on n'avait pas fini le labo, on a fini le labo, parti de Bretagne, on a fini à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc au début c'était juste... Et donc c'était une vraie aventure, c'était extraordinaire, parce qu'on est parti pour 3 ans, on savait qu'on partait pour 3 ans. Enfin, on n'était pas à bord pendant 3 ans, mais... Et donc le retour des expéditions Tara, alors ça c'est pas Tara Océan, c'est Tara Mission Microbiome, mais c'est toujours extraordinaire parce que les Bretons en fait adorent le bateau, donc on est reçus comme des... Et d'ailleurs chaque escale aussi est assez extraordinaire, et donc on mêlait en fait la science, c'est vrai, à aussi une aventure, enfin la Fondation Tara en fait explique ce qui se passe, fait une vulgarisation directe de ce qu'on leur dit, et ça c'est vraiment un travail intéressant parce qu'ils essaient vraiment de communiquer en fait les découvertes qu'on est en train de faire, les plus récentes. Donc on est revenu avec 40 000 échantillons de différentes fractions de taille couvrant tout le spectre taxonomique. Et puis toutes sortes de mesures. Mais je vais vous parler de 2-3 choses. Alors c'est vraiment difficile de faire une synthèse. En fait, je pense qu'il serait temps qu'on se mette à faire la synthèse, parce que au début, on a eu un gros succès de publication parce que c'était la première fois qu'on faisait vraiment un voyage planétaire. Donc on avait l'échelle planétaire, qu'on couvrait quand même 4 années en fait avec le tour de... Et puis qu'on couvrait toute cette complexité des virus aux animaux. Donc c'est la première fois, il n'y a personne qui a fait ça sur un écosystème. Donc on a fait un numéro spécial de Science, et puis on a commencé à faire des pages aussi de couverture de journaux comme Cell, ce qui est bien parce que c'était des journaux qui classiquement publient des choses sur la biologie cellulaire ou moléculaire ou le biomédical. Et ça y est, là, ils se mettent à la biologie planétaire, quoi, à l'environnement. Donc c'était vraiment, je pense, un grand succès. Et donc en fait, là aujourd'hui, on a à peu près, je pense que notre petit consortium, on a à peu près quelque chose comme, je sais pas, 200 publications sur ce qu'on a fait, mais il y a comme on a très bien, les données ont été très bien classées, il y en a au moins 5 fois plus par la communauté. Donc c'est compliqué. Je vais juste vous parler de 2-3 choses qui sont probablement un peu biaisées, mais qui m'ont marqué personnellement. Et notamment, c'est l'extraordinaire diversité de ces cellules eucaryotes que Guizhou aime tant, et qui sont en fait, qui ont inventé quelque part l'écosystème dans l'écosystème, parce qu'elles ont mis le matériel génétique dans un noyau, et puis après elles ont cet extraordinaire trafic membranaire, remarquable, qui sont issus d'une symbiose entre une archée et une bactérie, probablement, et qui ont donc ce compartiment et cette écologie à l'intérieur de la cellule. Et donc la première chose qu'on avait faite, c'est qu'on avait séquencé des ribosomes de tous les eucaryotes, dans toutes les fractions de taille, tout le long de Tara, pour les mettre dans un arbre du vivant. On peut comparer ces séquences ribosomiques
Et puis on peut produire un arbre de vie pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme eucaryote dans le plancton. Donc on était arrivé à cet gros arbre ici, là, que je vais juste vous... qu'il ne faut pas regarder, mais en gros, vous avez, alors je vois vraiment rien, mais vous avez une branche, je ne me rappelle plus laquelle c'est, enfin qui est par là, qui est tous les animaux. Ah non, ici, les métazoaires, je crois. Donc ça, ici, vous avez tous les animaux, hein, des plus petits animaux, des éponges jusque parfois on a des gamètes de poissons ou de baleines, etc. Et toutes les autres branches, en fait, c'est des lignées eucaryotes. Et moi, en faisant cet arbre, en fait, j'ai énormément appris ce qu'était un eucaryote. Mais ce qui était assez génial, c'est qu'on n'avait plus beaucoup de nouvelles séquences. On avait fait un peu le tour dans ce qu'on avait échantillonné, en fait, et avec les puissances de séquençage qu'on avait fait, on arrivait à saturation. On voyait plus de nouveautés. Donc ça, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'avoir la complétude de l'écosystème sous les yeux. Donc c'est un arbre, vous imaginez la richesse d'informations qu'il y a dans un truc comme ça. Ce qui était frappant, c'est que tous les points jaunes ici, ce sont les groupes qui sont classiquement parlés en écologie du plancton, et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peu près un tiers. Tout le reste, personne n'en avait jamais parlé dans le plancton, en fait. C'était des groupes complètement inconnus. Il y a des groupes qui sont extrêmement diversifiés, comme les diplonémides, moi je ne les connaissais même pas avant d'avoir fait ça, qui sont presque aussi diversifiés que les animaux, et qu'on a découvert, en fait, dans cet arbre. Alors c'était beau, en fait, de voir cette nouveauté, et puis en plus de savoir qu'on voyait un peu la totalité du truc. Ce qui est absolument frappant avec ces eucaryotes, qui à mon avis sont vraiment là où il y a le pic du vivant, plus que dans les bactéries ou dans les virus, et ça je pense que c'est aussi quelque chose d'assez fondamental et important, c'est qu'il y a des cellules, ces cellules en fait sont d'une complexité faramineuse par rapport aux cellules animales. Les cellules animales, il y a à peu près 200 types cellulaires chez l'homme, dans le monde animal je ne sais pas combien il y en a, quelques centaines, mais c'est assez simple en fait. Et ces protistes, en fait, ont des structures étonnantes. Par exemple, là, vous avez un dinoflagellé qui a construit une petite tech de polysaccharides qui forment des espèces de chambres pour accueillir ici des cyanobactéries. Donc, c'est des cellules qui étaient photosynthétiques, qui ont perdu la photosynthèse, parce qu'ils maintenant cultivent en fait, des cyanobactéries pour faire un échange symbiotique. Et ce qui est très gênant, c'est que, par exemple, ça, c'est un groupe qui est plus diversifié que les animaux dans le plancton. Dans chaque échantillon de plancton, vous en aurez... des centaines, des milliers d'espèces, et leur génome est de 10 à 100 fois plus grand que les génomes de mammifères, par exemple. Alors, j'arrive pas à lire ici, mais vous avez différents types. Et ici, ce sont les dinoflagellés, et les mammifères sont quelque part ici. C'est une échelle logarithmique. Donc, en fait, toutes ces cellules, dans un échantillon de plancton, vous avez des cellules d'une complexité incroyable, qui ont des génomes 10 à 100 fois plus grands que nous, et beaucoup plus de gènes. Beaucoup plus. On est vraiment... Enfin, c'est vraiment une claque, quelque part. Je vous montre juste un autre dinoflagellé intéressant. Celui-là s'appelle Warnovia. Enfin, il y a 3 genres en fait qui possèdent cet œil. Ici, c'est un dinoflagellé qu'on peut trouver en Méditerranée là et alors il a un espèce de piston. Je suis pas sûr qu'il a une nage très naturelle ici, mais il a fabriqué en fait un œil avec une cornée, une lentille, un œil complet, une rétine, et il a pas de cerveau. Donc il voit et on le voit chasser. Il chasse en fait l'ADN condensé d'autres dinoflagellés. Donc il voit sans cerveau, on ne sait pas comment il processe son information. Et puis en fait, pendant longtemps, Walter Gehring pensait que c'était l'origine de l'œil qui avait été ensuite donnée en fait au corail en fait, les ocelles, etc. Et puis après on s'est aperçu en fait que non, c'est des organelles qui ont été transformés pour refaire un œil. Il y a de la mitochondrie, il y a du chloroplaste qui ont été complètement réassemblés dans un œil sans cerveau. Cet organisme a donc un comportement, une espèce d'intelligence. Si vous regardez dans les yeux, c'est une seule cellule. Hein. Et il a en plus des petites, oui, il peut vous jeter des petits missiles comme ça, qui sont des nématocystes en fait, qui sont les plus complexes qu'on connaisse. C'est plus complexe que ceux qu'on a dans le corail. Donc, je sais pas, une cellule comme ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et il y en a des milliers et des milliers d'espèces qui ont des génomes beaucoup plus gros que nous, qui ont des comportements, qui ont une intelligence, une intelligence cellulaire. Je vous présente un autre groupe que j'affectionne particulièrement, qui sont les aptophytes. Alors, les aptophytes, c'est parmi les cellules les plus abondantes dans les toutes petites cellules. Notamment la classe des chrysochromulines qui ont cette tête-là, en fait, c'est des toutes petites cellules, vous voyez, ça c'est, je ne sais plus combien on est là, 2 microns. Donc c'est vraiment des très petites cellules avec 2 flagelles et puis un aptonème qui est un espèce de grand organe préhensile. Et ici, vous voyez cette petite chrysochromuline là qui est en train de chasser une bactérie. Donc c'est du phytoplancton, c'est des plantes
qui font la photosynthèse, qui ont les 500 gènes pour absorber la lumière, la lumière, la transformer en matière vivante. Et en plus, elles ont une espèce de trompe d'éléphant et elles peuvent manger. Donc c'est avant la... Enfin, c'est pas ni une plante ni une algue. Et en fait, pratiquement tous les organismes qui font de la photosynthèse dans le plancton sont des animalgues, ont gardé la capacité de manger. Donc là, en fait, la dichotomie plante-animal, c'est quelque chose qui apparaît très très tard dans l'histoire de la planète. Et donc, à un moment donné aussi, on a dans le bilan fossile, il y a à peu près 220 millions d'années, au Trias, on commence à avoir des petits coccolithes, des holococcolithes, des coccolithes très simples. Et ces cellules haptophytes qui ont appris aussi à manipuler en fait, le calcium et les ions bicarbonate à l'intérieur de la cellule. C'est les seuls organismes au monde qui arrivent à faire des squelettes à l'intérieur de leurs cellules. Parce que c'est très dangereux de manipuler du calcium. Le calcium est beaucoup utilisé dans les influx cellulaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à manipuler. Et ces cellules-là ont commencé à construire, en fait, toutes les cellules que vous voyez ici sont des cellules uniques, qui fabriquent à l'intérieur de la cellule, et vous allez voir, j'ai un petit film qui arrive après à les assembler à l'extérieur de la cellule, ces espèces de petits miracles de calcaire. C'est tout petit, c'est beaucoup plus petit que les foraminifères, ce sont des organismes photosynthétiques. Et juste pour vous montrer que voilà une cellule qui est l'organisme le plus calcifiant, le plus abondant sur Terre aujourd'hui, qui s'appelle l'Emiliania. Et cette cellule, donc ici vous voyez dans des vésicules à l'intérieur de la cellule, on l'a en culture, Guizou si tu la veux. Et donc fabrique, et on peut voir toute la genèse, en fait, la cristallisation de cette petite plaque. On pense que c'est des écrans à UV, en fait, parce qu'elle est vitrée en surface. Et vous voyez là, elle a couvert la mer Noire de ces petites plaques. En fait, elle est devenue complètement la mer Noire qui est devenue laiteuse. En fait, on appelle ça les océans laiteux. Et donc, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'un petit processus cellulaire comme ça, des petites mains qui arrivent à fabriquer, commence à mettre en mouvement des montagnes. Et ici, vous avez au Douvres et à Étretat en France, 30 millions d'années ici, à peu près 90 mètres 90 mètres, désolé, de sédimentation, de coccolithophore. Alors, ce n'est pas cette espèce, c'est d'autres espèces, mais c'est du coccolithophore pur, c'est ce qu'on appelle la craie. C'était la craie qu'on utilisait dans les tableaux d'école. Et donc ici, vous avez 90 mètres, 30 millions d'années d'accumulation de plancton. Et après, le bassin s'est ouvert entre l'Angleterre et la France, dans un événement assez cataclysmique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ces petites cellules, à partir du moment où elles ont commencé à faire cette réaction, elles ont littéralement créé des montagnes. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore réussi, nous, malgré toutes les bêtises qu'on a fait, à faire ce genre de choses. Donc voilà, je crois que c'est les protistes, les cellules eucaryotes mettent la Terre et la biogéochimie de la planète dans un cliquet et complexifient en fait la planète, parce que la planète elle a une odyssée en fait, elle avance dans un cliquet comme tout objet biologique. C'est une règle en fait du biologique de ne pas pouvoir revenir en arrière. Et donc ce qu'on a fait avec Yann et Tristan Cordier, comme on avait beaucoup de données sur les protistes, sur Tara, après il y a des Espagnols qui ont fait un petit peu la même chose que nous, mais qui sont allés beaucoup plus profond, qui ont fait aussi un tour du monde avec un bateau militaire, et qui ont pris des échantillons dans le méso- et bathypélagique et l'abyssopélagique. Il faut savoir, l'océan, vous savez, a une profondeur moyenne de 3500 mètres. C'est quand même très profond. Et puis après, Yann et plusieurs collègues ont pas mal de sédiments, des échantillons de sédiments marins, que vous voyez ici, je crois, dans cette couleur-là. Et donc, on avait un espèce de set de données global, à la fois des eaux de surface, de différentes couches, et même des sédiments. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a eu la première vision, un petit peu, de toute cette diversité eucaryote dans l'océan mondial. 1685 échantillons, issus de 18 expéditions. Donc, on a pu comparer, en fait, cette diversité sur les différents étages. Et ce qu'on a vu, vous n'avez pas trop bien de regarder, je vais vous expliquer. Donc ce qu'on a vu, c'est que dans les eaux, en fait, dans les eaux de surface, on avait cette Tara, donc ça on le connaissait, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est cet arbre représenté par des carrés plutôt. Et puis après, ce qui était sympa, c'est qu'on a pu voir tout ce qui tombait au fond de l'eau. Donc on a pu voir toutes les cellules, tous les organismes qui vivent en surface, qui se trouvent au fond de l'eau. Et ça, c'est un mécanisme fondamental, ça s'appelle la pompe à carbone biologique. C'est le mécanisme qui a oxygéné notre planète.
vous savez que 98 bouffées d'oxygène sur 100, vous la devez au plancton. Ce n'est pas une bouffée sur 2, comme on dit dans la presse, parfois. Parce qu'en fait, l'oxygène, le réservoir d'oxygène a été créé bien avant l'apparition des plantes. Donc là, si on arrêtait toute la photosynthèse phytoplancton plante, on en aurait encore, je ne me rappelle plus, pour quelques centaines de milliers d'années de respiration. On est safe sur l'oxygène. Mais le plancton, donc l'océan a oxygéné la planète bien avant l'arrivée des plantes. Les plantes ont rajouté un petit peu. Aujourd'hui, c'est égal, mais le réservoir, il est marin. Et donc, c'est ce mécanisme d'organismes qui vivaient en surface et qui ont coulé au fond de la mer qui a pu en fait relocaliser suffisamment de carbone pour changer les grands compartiments et mettre plus d'oxygène dans l'atmosphère. Donc là, on a commencé à comprendre ça. Ce qu'on a vu, c'est que on a vu en fait que la biodiversité des communautés de plancton au fond pouvait prédire le flux de carbone. Le flux de carbone qui va dans l'océan. Donc c'est vraiment, à mon avis, assez fondamental. C'est-à-dire que vraiment, la biodiversité est responsable, enfin, le contenu en espèces en fait, est responsable de ce flux de carbone. Ce n'est pas la quantité, c'est vraiment qui fait ça. Et puis après, ce qu'on a vu aussi, une grosse surprise, c'est que, on savait que les eucaryotes au fond de l'eau, donc dans le benthos, donc quand on avait soustrait le plancton, n'ont rien à voir avec le plancton, et surtout, plus de la moitié, à peu près 60% de ces eucaryotes, on ne sait même pas ce que c'est. On sait même pas ce que c'est. Donc on arrive à les séquences sont inclassables. 60% des eucaryotes au fond de la mer, qui est comme gigantesque, on ne sait absolument pas ce que c'est. Donc c'est probablement un des plus grands réservoirs de biodiversité totalement inconnu. Donc ça, c'est une des conclusions de ces... Là, on commence à aller vers les forêts, les sols, et sur une méthode commune. Donc je pense qu'on aura fait le tour de cette biodiversité dans à peu près 10-15 ans, à mon avis. Mais on est en train, basiquement, de voir ce que c'est que la biodiversité. On est en train de découvrir avec qui on partage la planète. Et on se gargarise de ce mot, alors qu'on ne sait absolument pas encore avec qui on vit. Après, ce qu'on peut faire avec ces mesures aussi, c'est qu'on peut recréer... Quand vous avez plein d'échantillons, en fait, vous pouvez voir qui corrèle avec qui. Donc on crée ça s'appelle ces réseaux de co-occurrence ou ces interactomes. Et donc, comme on avait l'échelle planétaire, on a pu recréer un peu le Facebook, l'interactome du plancton, et voir toutes les relations entre les virus, les bactéries, basées bien sûr sur notre relativement petit échantillonnage. Mais c'était quand même très intéressant, et je pense qu'il y a des règles assez fondamentales qui émergent. Donc en fait, on a les méthodes maintenant mathématiques aussi pour travailler avec cette notion d'écosystème, avec cette complexité. Dans un interactome comme ça, vous pouvez mélanger des eucaryotes, des bactéries, des virus, des animaux, et même des paramètres abiotiques, température, etc. Donc la première leçon de cet interactome, je pense, c'est qu'il y avait énormément il y a très peu de compétition et d'exclusion. C'est beaucoup des relations d'interaction, en fait. Et puis c'est beaucoup des interactions entre le vivant. Il y avait beaucoup plus de taxon-taxon que de relations vivants abiotiques. Donc en fait, on a vraiment l'impression quand même que ces systèmes sont intégrés et marchent beaucoup par l'interaction. Donc on a quand même affaire à des grands corps vivants. On a utilisé aussi une méthode, ça c'était un papier assez pionnier, où en fait on a décomposé ces interactomes dans des sous-modules, et après ces modules, on a pu les corréler à des fonctions de l'océan, comme justement la pompe à carbone, que je vous disais, parce qu'on a mesuré ce flux de carbone avec des caméras, en fait, des profileurs caméras, où on peut mesurer en fait la neige marine. Donc on a pu voir quelles sont les parties en fait, de ce grand corps qui corrèlent avec cette fonction écosystémique fondamentale. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a plus une vision justement espèce par espèce, en fait. Beaucoup de choses que vous entendez dans la presse ou sur le changement climatique, c'est juste espèce par espèce, justement. Mais c'est une vision intégrée d'un écosystème. Donc c'est un papier qui a eu pas mal de succès. Et dans ces interactomes, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des cellules qui étaient très importantes. On a pu voir justement après, vous avez en fait toute une mathématique des cellules qui sont les plus connectées, donc qui sont des nœuds très importants parce qu'elles participent vraiment à l'écosystème. Vous pouvez faire plein de statistiques, c'est toute une science mathématique. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de ces collodaires, qui sont des rhizariés, que Yann apprécie tant, et qui sont des très très grosses cellules, qui sont extrêmement diversifiées dans le plancton, et on a même pu, donc on a vu qu'ils étaient fondamentaux pour ces interactomes. Personne ne les étudie, il y a 90 espèces décrites par Haeckel. Et puis, et par contre, on a pu voir on a pu apprendre à notre UVP
Underwater Vision Profiler, qui est une caméra sous-marine sur laquelle on peut voir les organismes, mais plus gros que presque 1 millimètre. Mais on a pu lui apprendre en fait, à reconnaître, on lui a passé des colodères qu'on a pêchés, on a pu lui passer, lui apprendre à les reconnaître, et faire une quantification, et en effet voir que ces organismes font à peu près 30% de tout le plancton dans l'océan, ce qui est énorme en fait. Et en fait, quand vous plongez dans le grand bleu, vous voyez plein de petites choses qui flottent, qui sont ces colodères. Et ces colodères aussi sont souvent des cellules qui font des petites écailles de silice, et surtout qui vivent en symbiose. C'est des symbioses obligatoires avec des dinoflagellés. Donc c'est des espèces de petits récifs très stables, comme ça, qui flottent partout dans l'océan et qui ont une grande importance pour le flux de carbone. Donc ça, c'est une autre leçon qu'on commence vraiment à dégager, c'est que pratiquement toutes les espèces, enfin, les espèces qui ont beaucoup d'importance et qui ont beaucoup de succès sont hyper symbiotiques. C'est des relations. Et les protistes sont des génies de la symbiose. Et comme vous pouvez le voir par ce dinoflagellé ici, qui s'appelle l'Epidodinium, normalement les dinoflagellés ont des chloroplastes d'origine d'algues rouges. Et celui-là a un chloroplaste d'origine d'algues vertes, parce qu'il a remplacé son chloroplaste rouge par un chloroplaste d'algues vertes. Ça s'appelle une endosymbiose secondaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que cette algue verte, dont il a le chloroplaste, produit en fait des petites écailles organiques. Et le dinoflagellé a non seulement pris le chloroplaste, mais il a même pris la peau. Donc il a pris dans son génome, il vit plus du tout avec cette cellule, hein, c'est une symbiose totale, c'est-à-dire que la cellule a été complètement... Le génome de l'algue verte, en fait, a été pris dans le génome du dinoflagellé. Non seulement donc, il a changé de chloroplaste, mais en plus il a changé il produit sur sa tech des écailles de cette algue verte, quoi. Personne n'a séquencé le génome de ce truc-là, mais je pense que ça devrait être intéressant. Donc, pour vous dire qu'en fait, ces génomes sont beaucoup plus compliqués, ces cellules sont métaboliquement beaucoup plus fortes que les nôtres, et en plus, elles sont capables d'incorporer d'autres cellules qui ont évolué pendant des dizaines de millions d'années, et de prendre des gros morceaux d'évolution, quoi, d'intégrer. Donc, à mon avis, c'est clair et net pour moi, l'évolution marche par symbiose. En tout cas chez les dinoflagellés. Je pense que même on va commencer à découvrir de plus en plus ça en fait, chez les métazoaires. Et ça, c'est assez radicalement nouveau quand même, par rapport à la microévolution et la sélection darwinienne sur une variation, etc. C'est quand même un mécanisme extraordinaire de bricolage pour accélérer en fait et puis pour créer des espèces de miracles en fait. C'est complètement imprévisible. Donc voilà, la symbiose elle semble vraiment être la symbiose, l'interaction semble être au centre de ces écosystèmes. Autre chose, alors justement avec ces méthodes d'imagerie, on a pu regarder la structure du plancton, du microbiome. Et là, alors vous savez, vous connaissez cette pyramide classique des biomasses avec beaucoup de biomasse végétale et beaucoup moins animale. Ce qu'on a fait, en fait, on a utilisé plein de microscopes différents pour regarder des virus jusqu'aux animaux. Et puis on a pu reconstruire, pour chaque station, pour chaque échantillon, le volume des organismes, ou parfois la biomasse, et leur abondance. Et en fait, on peut reconstruire comme ça des petits jusqu'aux gros, et vous allez voir les graphes. Et vous voyez que si cet axe va vers ici, en fait, c'est que vous avez une base qui est très large, et si cet axe va vers ici, vous avez un top, enfin un haut qui devient plus large. C'est-à-dire que ici, l'énergie reste dans les petits et a du mal en fait, à aller vers les gros. Et quand on est là, il y a beaucoup de gros, en fait, et donc là, l'énergie monte très vite vers les gros et il reste dans le haut de la pyramide. Et parfois, les pyramides peuvent même s'inverser. Donc ici, vous avez une pyramide inversée. Et donc, ce qu'on a vu dans le plancton, et ça, je pense que c'est vraiment le travail de Fabien Lombard ici, qui est un maître de planctonologie. Et Fabien, donc on a utilisé des instruments pour analyser tout le spectre de taille des cellules, des plus petits aux plus gros. Donc ça, c'était aussi quand même un travail assez remarquable de faire ça à l'échelle planétaire. On n'a pas encore publié ce set de données. À mon avis, c'est peut-être ce qu'on a fait de plus beau, en fait. Et Fabien, donc, a reconstruit, voilà, de tous ces instruments que vous voyez ici, ces fameux spectres là, l'échelle n'est pas évidente, mais en gros, c'est là le biovolume versus l'abondance, ici. Et ce qu'il a vu, Fabien, et grâce à ce set de données extraordinaire, c'est que la plupart des pyramides du plancton sont inversées. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans les milieux terrestres, où les pyramides ont une base très lourde, mais c'est que
le carbone s'accumule en fait chez les gros. Et donc ça, c'est très important parce que ça change beaucoup. Il y a beaucoup de microbiologistes qui pensaient qu'il y avait une quantité incroyable de virus, de bactéries. En fait, les organismes qui pèsent le plus lourd et qui ont le plus de volume dans l'océan sont... ce qui est bien avec les images, c'est que vous pouvez après revenir bien sûr aux images et voir qui est responsable de ces pyramides. Et vous voyez qu'il y a énormément en fait de ces rhizariés, là, comme je vous l'ai montré avant, mais aussi beaucoup de jelly, de choses, comment on dit les jellies, des gélatineux, voilà. Donc en fait, il y a ces organismes dans le plancton qui ont capacité à pêcher des toutes petites cellules extrêmement microscopiques, qui sont des géants, c'est beaucoup plus qu'entre une baleine et un krill, quoi, la différence de taille, et puis qui font monter tout de suite le carbone dans des structures symbiotiques très stables, qui peuvent vivre des années, parfois dans le plancton, avant de couler au fond de l'eau. C'est un système très particulier avec une extrême efficacité pour faire remonter l'énergie dans un écosystème. Donc là, je pense qu'il y a des leçons incroyables à tirer de cet écosystème. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que si on regarde le biovolume Fabien a aussi a fait les relations proie-prédateur dans toutes ces images. Avec les images, vous pouvez faire plein de trucs parce que vous pouvez voir qui c'est. Après, vous pouvez établir des relations écologiques. Et donc là, il a regardé le biovolume versus des prédateurs des proies versus les prédateurs. Et ça fait une relation qui n'est pas isométrique et qui, extraordinairement, on la retrouve chez les virus, entre les virus et les bactéries, et même entre ça, c'est un papier extraordinaire qui a été publié dans Science, dans les gros sets de mammifères. Donc on a une espèce de loi universelle, non isométrique, avec une puissance de 2 tiers ici, qui semble se trouver dans tous les écosystèmes, et on ne sait pas du tout pourquoi. Et donc typiquement, ce genre de choses, ça peut vraiment vous faire penser que les écosystèmes ont un degré d'intégration, parce que les gens qui ont fait ce travail écologique ont essayé de chercher plein de mécanismes de base, mais ils n'ont pas trouvé, et qu'on est dans des systèmes en fait beaucoup plus intégrés que ce qu'on pourrait penser. Alors en parlant de pyramides, et je ne sais pas combien de temps je vais encore parler, quelle heure est-il? Moins 7h20. D'accord, ok. Parce que j'ai commencé à... Ouais, enfin bref. Mais ça va. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que on est dans une période absolument hallucinante parce que je ne sais pas si vous avez vu ces articles qui ont fait beaucoup de bruit, mais qu'aujourd'hui, donc, après la guerre, on a complètement changé le monde. Hein, ça, c'est tout ce qu'on a rajouté, c'est toute la masse anthropogénique, c'est tout ce qu'on a mis sur Terre. Vous avez 500 milliards de tonnes de béton aujourd'hui sur Terre. Ça fait comme si vous pourriez mettre 1 kilo de béton par mètre carré sur toute la planète aujourd'hui. Donc on est presque quand même au niveau des coccolithophores, je pense. Et donc ça, ce sont les différents matériaux, y compris le plastique. Et aujourd'hui, on a calculé, enfin ces personnes-là ont fait un calcul très intéressant qui montre qu'on a dépassé le poids de la biomasse. Donc on a construit plus que tout le poids de la biomasse. Il y a 2 fois plus de plastique que d'animaux sauvages. Il y a beaucoup plus, vous voyez, de construction que d'arbres. Et puis tout ça, bien sûr, c'est dû, on le sait, à cette consommation complètement effrénée des énergies fossiles. Hein. Je vous donne juste quelques chiffres et que j'ai trouvé, en fait, je vous recommande les conférences de Gilles Escarguel, là, qui est très bien. Il fait un petit peu comment il s'appelle, celui qui parle beaucoup d'énergie, là. Bref, j'ai oublié, mais il rajoute la biodiversité, donc c'est très bien. Et donc oui, donc on a une consommation journalière de 15 milliards de litres de pétrole. Et ce qui fait qu'on pourrait mettre en fait chaque jour des barils autour de la planète. Et c'est ce qu'on consomme chaque jour. En fait, on est dans une augmentation du CO2 atmosphérique qui est 10 fois plus élevée que ce que c'était dans la crise permo-triassique, qui a été la grande extinction majeure. Le KT avec les dinosaures, c'était des cacahuètes. La crise permo-triassique, c'est 90% du vivant qui disparaît. Et là, on est dans des concentrations, on est dans des rythmes 10 fois plus élevés. Donc c'est comme si c'est vraiment des centaines de volcans en éruption permanente. On brûle à peu près 1 million d'années de sédimentation de plancton, parce que
le pétrole c'est du plancton, hein, chaque année, 1 million d'années. Donc c'est des chiffres quand même vraiment qui donnent le tournis. Donc la planète se réchauffe, on le sent tous, hein, ça c'est Lyon, la température à Lyon qui a été mesurée depuis 1930 jusqu'en 2010. Il y a 2 degrés d'écart. Alors bien sûr c'est des moyennes, donc les moments caniculaires sont terribles. Ça c'est les estimations les plus raisonnables des scénarios de réchauffement, enfin qui sont moyennes, quoi, 4 degrés en 2100. Et vous aurez en fait, et ça c'est des calculs très, très, très solides, hein, c'est de la dynamique des fluides, c'est de la physique, il n'y a pas de biologie. Vous aurez en gros, c'est le nombre de jours en fait létal pour un mammifère ou pour un homme. Si vous êtes à plus de 37 degrés avec plus de 90% d'humidité, il paraît que vous ne pouvez pas vivre. Je ne sais pas combien de temps on tient, mais... Et donc ici, vous avez le nombre de jours sur cette carte par année qui seront dans ces zones-là. Donc en gros, on aura en 2090, en tout cas, si on va à 20 jours, ça concerne entre 48 et 74% de l'humanité. Donc il y aura des migrations mais massives. Ce ne sera pas les petits bateaux qui viennent ouais. Et donc on est à la fois, et bien sûr, après, ces changements ont un impact sur la biodiversité. Moi, c'est un champ que je ne connaissais pas bien. Mais en gros, le taux d'extinction, on a pu calculer des taux d'extinction de mammifères précis, parce que ça, on connaît assez bien les enregistrements, il y a beaucoup de données historiques. Et on est à 50 fois plus aujourd'hui en mammifères. Et au total, en fait, il y a 20 000 espèces connues qui ont disparu depuis 1800. Et puis surtout, ce qui est vraiment frappant, et ça, je pense qu'on l'a tous observé, c'est qu'il y a une réduction de la biomasse qui est hallucinante. Enfin, moi, ça, je le vois dans mes promenades avec mes enfants. Quand on se balade dans des champs ou on ne voit plus d'insectes. Il n'y a plus d'insectes dans les champs en montagne, il n'y a plus de sauterelles qui... Donc au bord de la mer, là, à Roscoff, sous les des pierres, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment étonnant. Donc on le constate. Et oui, donc là, ça c'est aussi un schéma assez impressionnant qui montre le pourcentage de biomasse d'une espèce, de 24 espèces qu'on mange et des 5500 mammifères. Donc on a complètement écrasé cette biomasse en fait. Et ça c'est assez intéressant parce que la destruction des animaux en fait c'est pas du tout industriel, hein, c'est bien avant. J'avais vu une conférence fascinante sur les Polynésiens, donc les bons sauvages, mais qui d'île en île ils massacraient tout ce qui se trouvait. Les hommes préhistoriques ont fait des massacres, mais donc c'est vraiment humain. C'est pas du tout une maladie des baby boomers. C'est quelque chose, je sais pas, une espèce d'agressivité envers le vivant. Donc on a détruit les animaux surtout avant l'ère industrielle. Maintenant, c'est maintenant qu'on détruit les océans. Enfin, c'est dans les dernières décennies. Parce que les océans, il y avait encore des grosses bêtes sauvages. Et puis là, c'est dans les dernières décennies qu'on a vraiment tout bousillé. Il y a des flottes énormes qui descendent, il n'y a rien qui est surveillé. Donc là, on est en train de faire la même chose sur les océans. Et puis, sur ces destructions de biomasse, en fait, on est en train de rajouter cette énorme pression. Bon, bref, donc c'est quand même assez compliqué. Et donc, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette histoire, c'est que à la fois, voilà, il y a ça. Je pense qu'il faut quand même vraiment y réfléchir, y réagir. Et je pense là aussi à nous de le faire. Et en plus, et voilà, comme ce que je vous ai montré avant. En fait, on ne connaît pas encore le vivant sur Terre. On ne sait pas on ne connaît pas les 90% des espèces qui font marcher cette planète. Donc on est dans une époque très particulière quand même. Donc moi, voilà, j'ai décidé d'orienter un petit peu mon action sur cette biologie planétaire. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vital en fait pour les générations d'après, de comprendre justement ces niveaux, comme je vous disais, d'organisation, donc d'aller vers le niveau planétaire. Je pense que ça c'est un slide de Peter Westbrook qui disait en fait que tous les débats du global change, ils sont probablement pas aux bonnes échelles en fait spatio-temporelles pour vraiment comprendre le système. Ils sont dans des échelles temporelles beaucoup trop courtes pour vraiment savoir ce qui va se passer. Très intéressant. Et donc ce qu'on est en train de faire là, je vais finir sur une note optimiste pour montrer qu'on on est en train de lancer une nouvelle expédition. On en a fait plusieurs, mais là qui s'appelle Terra Europa avec le MBL, comme disait Guizou. Et donc ça c'est assez extraordinaire parce que le MBL, qui est un gros centre de biologie moléculaire, ouvre un département de biologie planétaire. Donc ça y est, le MBL qui fait toutes ces découvertes moléculaires incroyables va commencer à passer tous ces instruments pour la compréhension du système Terre. Et donc on est parti de Roscoff en avril.
le bateau, et vous allez voir, c'est pas que le bateau, parce qu'il y a des camions et un bateau, et on fait toute la côte européenne. Aujourd'hui, on est à Galway, et on finit l'été prochain en Grèce. Et ça, c'est fascinant parce que là, on est en train de refaire un Tara, mais alors carré, avec le MBL. Là, il n'y a pas que les petits bricoleurs. Et donc, il y a les gros moyens qui sont là. On est en train de regarder en fait, la diversité du microbiome, mais aussi des gros organismes, en fait, de pas mal d'organismes modèles, à la fois dans les sols, dans les carottes, dans les sédiments, dans les aérosols, dans l'océan. Donc, on est à cette interface en fait, entre l'eau et la terre, qui est super intéressante parce qu'on a tout. Et donc, on va faire ça aussi dans des zones qui sont polluées, des ports, et des zones. Donc on aura toute une mosaïque en fait tout le long de l'Europe de zones plus ou moins préservées. On mesure aussi 1000 polluants, tous les insecticides, les pesticides, des médicaments. Et puis il y a du lourd. Il y a du lourd et donc je crois que c'est une expédition assez majeure. Vous avez voilà, quelques images là des équipes qui sont au sol, en mer, donc c'est sympa parce qu'on se suit en fait, on est toujours en train de se parler. On a eu plein de problèmes, on s'est fait chasser de champs par des paysans. Enfin, il y a un côté aussi aventureux, un peu moins que Tara quand même, Tara Océan. Mais... Et puis aussi le MBL a construit un Advanced Mobile Lab, qui est un camion, un gros camion, c'est celui-ci, donc avec des équipements pour faire toutes sortes, en fait, toutes les meilleures technologies qu'ils ont à l'EMBL, en fait, qu'ils emmènent sur le terrain. Donc ça c'est génial parce que nous on leur amène du plancton frais depuis Tara et on l'amène tout de suite au labo avec des bateaux pour aller vite parce que parfois il faut aller vite. Et donc là on a plein de méthodes pour faire du séquençage de cellules uniques et surtout pour faire de la microscopie de très haut niveau. Notamment là c'est l'équipe de Yannick Schwab qui est vraiment maintenant complètement dans la planetary biology et il peut mettre dans des... En fait ils font des collections de toutes ces cellules. Et c'est des collections qu'on peut analyser à différents moments en fait. Et on peut faire de la microscopie corrélative, c'est-à-dire qu'on peut regarder d'abord les organismes qui sont là, puis après revenir pour faire de la cryomicroscopie avec un niveau de détail absolument extraordinaire. Donc on va vraiment pouvoir entrer dans toutes ces cellules et voir à quoi elles ressemblent. On fait aussi de la microscopie par expansion avec Omaya à l'EPFL. Et donc il y a une équipe de choc là autour de ce mobile lab qui nous amène en fait une dimension sur ces cellules où il y aura des découvertes absolument fondamentales, à mon avis. Donc c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Maintenant, Tara a commencé à construire un vaisseau polaire qui va faire des dérives, qui va faire une première expédition en 2025. Et vous savez, si vous mettez un bateau sur la glace, en fait, il va avancer avec la glace. Et donc on aura un laboratoire aussi, qui est un gros laboratoire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu tout ce qu'on a fait de mieux là sur Trek, et on va mettre dans ce labo. Et dans l'océan Arctique, en fait, vous avez un océan avec 4000 mètres de fond. Donc on va vraiment pouvoir faire de la biologie aussi de très haut niveau sur l'océan, sans bouger. Ce qui est quand même très appréciable. Donc ça, c'est des avancées technologiques. Et je pense que voilà, les gens s'y mettent. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on va comprendre plein de choses. En même temps, c'est très compliqué. On va comprendre beaucoup l'évolution, je pense, de ces systèmes. On va comprendre aussi beaucoup plus le corps humain, je pense. Moi, il y a aussi une question qui me travaille, c'est que bon, ces choses-là, ça coûte très cher. Et puis, et pour atteindre l'échelle planétaire, le problème, c'est que l'océan, c'est très gros, c'est très compliqué, ça va très vite, ça bouge tout le temps. Et donc, je pense qu'il faut aussi développer des mesures beaucoup plus simples, mais qui sont sur l'échelle, sur la dynamique du système Terre. Et pour ça, il y a une chose qui est assez évidente. Hein. Là, vous voyez par exemple des grands gyres qui font, ça s'appelle les anneaux des aiguilles, qui font, je sais pas, 200 km de diamètre, qui sont des colonnes d'eau de plusieurs kilomètres et qui vont traverser tout l'océan Atlantique en 3 ans, avec tout leur microbiome et leur écosystème. Et donc, en fait, bon, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il y a plein de marins. Et moi, ce qui m'a le plus plu dans l'aventure Tara, c'était les marins, enfin le monde des marins, en fait, parce que c'est un monde à part, où les gens sont complètement déconnectés de la... Il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de crédit. Enfin, c'est des gens qui vivent bien, en fait, qui vivent qui surfent le système, quoi. Voilà, le système Terre, pas le système économique. Et donc, en fait, il y a à peu près 5000 bateaux à voile en permanence sur l'océan. Et puis après, il y a tout le monde extraordinaire aussi du fret, des cargos, en fait. Hein, l'économie actuelle est basée sur les cargos. Les avions, c'est rien du tout, c'est des cacahuètes. Tout ce qu'on mange, tout le pétrole, toute l'énergie est transportée par les cargos. Et donc là, vous avez à peu près 50 000 cargos en permanence sur l'océan, qui est aussi un monde dont on ne parle pas. C'est vraiment un no man's land. En mer, c'est assez violent, hein, il n'y a pas de loi en mer.
il y a de la piraterie en mer, c'est un monde assez particulier. Et donc là, on est en train de mettre, depuis 2015, on a équipé d'abord des marins bretons qui vont partout sur la planète avec des petits kits simples pour prendre de la biomasse planctonique. On leur avait demandé à cette époque-là de la sécher sur des poêles, en fait, mais de nous envoyer ça par la poste. Et ça marchait très bien pour faire du barcoding ADN. Donc on a eu un super jeu de données planétaire fait par des marins qui nous envoyaient des petites lettres d'Arctique. C'était assez génial. Et donc on a montré, en fait, que... Et surtout, ils crèvent d'envie, en fait. Ces gens-là, vraiment, ont envie, mais ils emmerdent un peu sur leur bateau. et en fait, ils veulent participer. Enfin, ils veulent aussi... ils ont beaucoup aimé Tara aussi. Tara est connue en France. Et donc, en fait, c'était eux qui sont venus à nous, vraiment. On a après développé... j'ai rencontré cet homme-là qui est assez extraordinaire. C'est un peu le père de la science frugale. C'est lui qui a fait les premiers Fab Labs au MIT. C'est un professeur indien à Stanford, assez génial, qui s'appelle Manu Prakash, qui voudrait que tous les enfants aient un petit microscope. Il a fait des microscopes origami à 2 €. Il en fait des millions. Il veut absolument que tout le monde rencontre le microbiome. Parce qu'il est en mission. Et puis donc, avec lui, on a fait un planctoscope, c'est-à-dire c'est un instrument qui fait de l'imagerie quantitative. Donc il nous permet de voir la complexité du microbiome pour un prix à peu près 4 000 €, alors que les instruments qu'on avait sur Tara sont des gros machins qui coûtent 60 000 €. Donc là, on a un petit instrument qui permet vraiment d'aller dans la complexité des cellules de manière quantitative. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça coûte rien. Le séquençage coûte, ça coûte rien. Donc là, on peut vraiment faire de l'écosystémique planétaire. On commence donc à avoir une petite boîte à outils de choses on fait des CTD aussi. Donc on fait tout ça en open source, mais avec des gens de très bons scientifiques. Et ce qu'on aimerait, en fait, c'est que... Et puis donc, oui, pour vous donner avant de terminer, j'ai aussi eu la chance de rencontrer, en fait, le chef d'état-major de la marine française, enfin c'était le dernier chef de tous les marins français, Christophe Prazuc, qui nous a ouvert la porte avec Clara, qui est une étudiante à l'EPFL, et qui est venue faire un petit stage à Roscoff. Et puis grâce à Clara et à Christophe, on a fait les premiers tests sur des bateaux de la marine à Brest. C'était passionnant, donc on a capturé, en fait, le plancton qui traîne sous les bateaux là dans des... Ça, c'est sur la mer, en fait, et on avait un plancton de super qualité. On a aussi un petit microscope plus ludique. En fait, on a montré aux marins aussi ce plancton. Ils étaient fous. C'est des gens qui vivent sur l'océan et puis qui se rendent compte qu'ils vivent sur une espèce de soupe avec des choses magnifiques, mais ça, on les change à jamais, en fait. Et ils ont envie de le mesurer, de le regarder. Et donc, on a lancé un programme assez intéressant avec la marine française qui s'appelle Mission Bougainville, où on va en fait aller, on va envoyer des étudiants de Sorbonne sur 3 bateaux qui s'appellent des BSAOM, c'est des bâtiments de surveillance, enfin bref, des territoires d'outre-mer, et qui patrouillent en fait dans toutes les îles françaises. Alors la France est un des plus grands pays au monde, hein. La France planctonique est 1000 fois plus grande que la France autour de Paris. Et donc on a là un système assez extraordinaire parce qu'ils nous ont même créé des postes d'officiers biodiversité. Donc ça y est, on a des étudiants qu'on a formés cet été, ça c'était à Villefranche, on les a formés à nos kits, et les voilà aujourd'hui, ils nous ont envoyé les photos. Donc on a nos 4 premiers officiers biodiversité. Et on est en train de recruter avec notre armée de planctoscopes ici. Donc on remplace les canons par des microscopes. Et en fait, on est en train de recruter 6 autres. Et donc là, ils sont prêts pour ouvrir des postes. Il faut que ça marche. Donc là, il faut qu'on fasse marcher ce truc-là. Mais il n'y a pas de raison. Et donc là, on a une bonne plateforme pour ce programme Plankton.net pour mettre au point nos instruments avec la marine. Et après, l'idée, c'est que ces étudiants, en fait, soit ils vont faire ça 1 an, en fait. Je pense pas qu'ils vont faire des carrières militaires. Mais... L'idée après, c'est qu'ils voient aussi les gens locaux, les pêcheurs, et qu'en fait, qu'on crée des nœuds Plankton.net un peu partout. On a plein de collègues aussi, et puis qu'on arrive à créer cette mesure un petit peu citoyenne du microbiome planétaire, qui sera, à mon avis, à la fois les échantillons d'ADN qui seront extraordinaires, parce que c'est des morceaux d'océan en fait, qu'on va mettre au Génoscope à Paris. Et puis on aura une espèce de survey de ce qui se passe vraiment à l'échelle de la dynamique du système Terre. Je pense qu'on peut faire des progrès, et on peut aussi, avec ce système, emmener les gens avec nous. C'est ça que je pense le problème de la science actuelle, c'est qu'il faut absolument que les gens découvrent ce vivant, en fait. C'est hyper rassurant. Si vous regardez un plancton, vous allez beaucoup mieux. Parce que
rien ne bouge dans la vie. Quand vous mettez les yeux, parce que à l'intérieur de notre corps, ça bouge. Et là, quand vous regardez les ancêtres, il y a une espèce de connexion immédiate. C'est très, très... Et voilà, et donc, merci pour votre attention. Il y a trop de gens à remercier, parce que c'est un truc énorme. Hein. Là, je vous ai présenté des programmes faits par des consortiums. Je voulais remercier, en fait... Enfin, ce que je voulais, c'était aussi dire un petit mot pour ces jeunes gens. Vous voyez, là, c'était l'équipage Tara d'il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un truc bizarre dans cette photo. Non, il n'y avait que le capitaine qui était un mec, en fait. Ça, c'est un équipage de l'EPFL qu'on a équipé, qui part la semaine prochaine pour une année, avec des instruments frugaux. Ça, c'est nos officiers biodiversité. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a toute une génération de gens qui sont clairement dans cette dynamique-là. Et il va falloir, en fait, leur donner un maximum et puis continuer aussi, qu'il n'y ait pas de conflit de génération, quoi, et qu'on arrive tous... voilà. Merci. Merci beaucoup, Colombon, d'avoir partagé ta passion, de nous avoir ramené aussi à la réalité. J'ai beaucoup aimé, j'ai tout aimé, mais qu'on ait des visiteurs microbiens. La France planctonique, j'ai bien aimé aussi. Je suis sûre qu'il y a toute une série de questions. Mais en tout cas, il y a un message de fond aussi, qui est que la seule façon de s'en sortir, c'est la coopération et la symbiose. Donc peut-être qu'il faudra passer ce message quelque part. Et donc on va prendre quand même quelques questions. Je vous rassure, après il y a un apéritif. Vous pourrez poser d'autres questions à Colombon à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un souhaite? Alors moi je vais commencer parce qu'il y en a une où je n'ai pas compris. Ouais. Donc souvent tu dis ils sont très grands. Donc d'abord c'est quoi grand? Puis ensuite les cellules. Oui, les oui. cellules. Et ensuite, tu avais l'air de dire que... Je me posais la question combien de temps elles vivent. Et puis, tu avais l'air de dire qu'elles vivent, après elles meurent et elles tombent. Ouais. Donc... ce qui se passe dans le plancton, c'est que le phytoplancton, donc les organismes qui prennent la lumière, sont souvent très petits, peuvent se diviser très vite. Il y a des bactéries qui se divisent tous les jours. Et le problème, c'est que c'est un écosystème en suspension. Donc la force darwinienne la plus importante, c'est la gravité. C'est-à-dire qu'il faut maintenir tout ce monde vivant en cohésion. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très symbiotique, parce qu'il faut que ça flotte. C'est quand même assez dingue de vivre en suspension. Et donc les cellules ont appris soit à vivre en symbiose, soit à prendre très vite le carbone. Et donc ces cellules, elles sont grosses, les foraminifères, ça peut faire 2 mm. C'est vraiment des choses qu'on peut trier au pinceau. Enfin, mais quand tu les appelais des fossiles, ils ne sont pas morts, ils sont juste vieux. Les fossiles oui. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire quand ils sont dans le plancton ou... Non, mais tu disais que c'est des fossiles, mais quand tu utilisais ce mot, c'est parce que c'est des êtres vivants d'il y a très longtemps, ou c'est des êtres qui sont fossilisés? Il y a, dans les foraminifères, il y a à peu près une centaine d'espèces aujourd'hui dans l'océan. Mais il y en a eu des milliers. Enfin, on connaît très bien leur taux d'apparition, extinction, on connaît les lignées. Mais c'est des cellules qui sont assez grosses et qui peuvent vivre. Alors ça, on ne sait pas trop, mais il y avait des Japonais là, qui les avaient cultivés pendant 1 an, qui peuvent vivre quand même assez longtemps. Puis qui ont des comportements, on ne connaît presque rien, hein. On ne peut pas les mettre en culture. Il y en a beaucoup qui font des migrations, qui descendent, il y a des petits acanthaires, là on sait qu'ils descendent très profond, qui vont se reproduire au fond et puis qui remontent. Des cellules uniques, hein. Mais justement, ces cellules incroyables, on a une idée de comment elles se divisent? Alors, les foraminifères, ils font des petits gamètes. Et donc, en fait, si on les stresse, moi j'en ai beaucoup stressé à bord de bateaux. Et ils commencent à bouillir un peu, on voit le cytoplasme et puis on voit tous ces petits gamètes qui sortent. Et on ne sait même pas si c'est... Enfin, justement, si ce n'est pas des swarmers, en fait, des cellules qui vont juste grossir, ou si elles doivent se retrouver. On ne sait pas. On est vraiment, pour beaucoup de ces cellules, on est à l'état zéro de la connaissance, hein, quand même. Merci. Donc... Merci. La plupart de ces cellules, vous dites qu'elles sont inconnues. C'est vous qui les avez plus ou moins découvertes.
une partie. Alors, c'est vous qui leur donnez des noms? Bah avec Yann, on voulait faire un business. Demander à des gens qui veulent porter le nom d'un organisme de nous donner... Non, mais c'est une question vachement intéressante parce qu'en fait, la taxonomie est restée encore à l'époque de Linné. Donc il y a deux codes, il y a un code botanique, un code animal. Dans le code botanique, je crois qu'on écrit encore les descriptions en latin. Donc moi j'ai fait une fois. mais en fait c'est très laborieux de décrire une espèce. Et donc le problème c'est qu'on en découvre plein. Et justement on essaie de réfléchir à des systèmes taxonomiques plus rapides, mais il n'y a pas de normes encore acceptées en fait. En tout cas, donc c'est un vrai problème parce que tant qu'elles ne seront pas nommées, en fait c'est vrai qu'elles n'existeront pas vraiment pour la science. Et, non. En tout cas, si c'est toi qui te donnes les noms, t'es pas sympa parce qu'ils sont très compliqués. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Votre présentation m'a fait penser à une petite histoire qui m'est arrivée il y a peu de temps. J'ai une amie qui voyageait pas mal au travers du monde. Et une fois, on s'est appelé, elle m'a demandé « Est-ce que tu te sens plus humain ou terrien ?» Alors, moi, je suis plutôt sédentaire, alors je me sens plutôt genevois. Mais ça m'a quand même un peu fait questionner. Et en fait, j'y ai pensé parce qu'au tout début de votre présentation, vous aviez cette image de la Terre où vous disiez, en fait, c'est un peu comme si la Terre avait pu se voir par elle-même. Et du coup, quand on y pense un peu, en fait, c'est une sorte d'émergence. On a pu sortir de la Terre. Ça, c'est genre, il faut 2000 ans pour ça. Et 2000 ans, c'est d'un point de vue sur un calendrier chrétien. Si on regarde d'un point de vue humain, c'est 12 000 ans. Si on regarde d'un point de vue de l'émergence de la vie, on parle de centaines de millions d'années. Et du coup, je trouve ça en fait quelque chose qui est assez fou de se dire que c'est vraiment une émergence de la Terre pour qu'on puisse en arriver jusque-là. Et moi, j'arrive pas à faire tellement un pas de recul parce que je vis que à Genève, j'étudie les humains, j'étudie la sociologie. Du coup, je suis pas du tout, je n'arrive pas à faire un pas de recul. Mais du coup, pour vous, en fait, qui avez voyagé à travers le monde, qui avez voyagé aussi à travers le temps avec les fossiles que vous regardez, ça veut dire quoi être terrien ? Tu veux un joker? Être marin plutôt alors. Non, mais je pense que oui, ça devrait être. Moi, la question, il y a une question, je pense, qui est vraiment fondamentale dans notre relation à la Terre et c'est que c'est évident que la planète est vivante. Ça, c'est complètement sûr et certain, parce qu'elle avance en fait. Il y a une odyssée même les roches deviennent. Il n'y a parfois pas beaucoup de limites entre le vivant et le non-vivant. Et donc, le problème, je pense, des terriens, aujourd'hui, c'est qu'on est quand même complètement déconnecté du monde vivant, quoi. Et ça, c'est quand même un gros problème. Et comme je vous disais, il y a eu ces destructions du vivant, quand même, caractéristiques de toutes les populations humaines. Il n'y a aucune population qui a respecté le vivant, je crois. Que ce soit je ne crois pas trop, en fait, à ces populations qui... Il y a vraiment une espèce de ravage. Donc ça, c'est quand même très troublant. Je pense qu'il va falloir... je ne sais pas comment on peut... Mais donc être terrien, c'est peut-être ça, c'est se connecter au vivant. Je veux dire, maintenant on sait qu'on a un écosystème qui a au moins autant de cellules bactériennes dans nous, que nos génomes sont constitués à 70% de génomes de virus, on le sait vraiment bien maintenant, on commence à bien connaître tout ça. Mais il faut l'apprécier, puis il faut essayer de comprendre, il faut essayer de revenir au rythme aussi de ces symbioses, je pense. Donc retrouver le rythme de ces symbioses, et puis surtout essayer de surfer cette planète et pas vouloir la maîtriser. Parce que les claques... Enfin, je veux dire, le système Terre, il va nous défoncer. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute. On est absolument minable par rapport aux forces que je vous ai montrées là. Il faut faire du bateau, il faut s'engager dans la marine française. Moi pas, mais
Non, moi j'ai vraiment envie d'aller. En fait, je pense que là, même en biologie, on est beaucoup. On a travaillé dans des labos, on s'est échangé des cellules, puis on a travaillé 2-3 modèles. Bon, on a découvert des choses séminaires avec Escherichia coli, on a découvert comment marchait une cellule. Hein. Donc c'est, je veux dire, mais là, on est clairement à une époque où il faut qu'on réalise un petit peu ce que c'est que ce vivant, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut s'adapter à lui. Et ça, je pense que moi, de plus en plus, je me sens un peu chez moi dehors, en fait. Et j'ai plus trop envie de faire de laboratoire, en fait. Alors, je ne sais pas si on entend, oui. C'est les pyramides inversées que vous avez montrées, juste pour être plus ou moins sûr que j'ai compris. En fait, pour que la pyramide inversée fonctionne, il faut que les producteurs aient un cycle de vie très très rapide et se renouvellent sans arrêt. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc au niveau énergétique, voilà. Ça change et c'est pas. ça la différence sur Terre où les plantes elles se renouvellent lentement, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Sur la Terre, il y a ces. Je parlais de la Terre terrestre, voilà. Ouais. Voilà. Je sais pas. Mais on a détruit aussi dans l'océan. On a pêché. On a beaucoup. Enfin, vraiment, ils ont. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que l'océan était une ressource infinie, quoi. Et en mer du Nord, là, au XVIIe siècle, il y a des populations de harengs où on les pêchait sur la plage. Il y a des dessins. On les ramassait à la pelle sur la plage, quoi. Et ça, c'était le monde où, en Antarctique, il y avait des endroits. Enfin, où il y avait des animaux, quoi, et les hommes vivaient en paix avec ces animaux. Ouais. Enfin, pas en paix justement, mais ils ont... Alors, on va remercier Colomban encore une fois, et je vous invite ensuite à aller à l'apéritif. Vous suivrez les personnes qui vous guideront jusqu'à l'étage du dessus dans la Fondation Janté. Et encore merci à la Faculté de médecine pour cette collaboration. Merci. Merci.